Bien, donc on a vu précédemment en introduction l'utilité des statistiques en sciences sociales, comment la statistique était complémentaire des méthodes qualitatives et était un outil très important pour le sociologue. Dans une première partie, donc avec un plan, je vous rappelle, hein, qui se déroule en 4 temps, dans une première partie, je vous ai montré comment on passait de l'enquête, du questionnaire à la base de données, avec deux grands types de données d'enquête, données dites qualitatives ou catégorielles, et des données numériques, donc des données continues, qui peuvent être transformées en données catégorielles. À présent, dans une deuxième partie, on va voir ce que l'on fait de ces données quand on se retrouve avec sa base de données. Quel traitement très simple, premier traitement basique, quel traitement on peut donc réaliser. Alors, on va là partir d'un petit exemple fictif, hein. On imagine qu'on a réalisé une petite enquête statistique auprès d'étudiants de L3, inscrits donc en sociologie à l'université de Rennes 2. Alors, je vous rappelle, hein, première chose à laquelle vous devez tout de suite répondre, être en mesure de répondre, c'est quelle population est interrogée dans cette enquête, quel est l'échantillon et quelle est l'unité statistique. Donc là, la population interrogée, ce sont donc des étudiants qui sont inscrits en L3 en sociologie à l'université de Rennes 2. Donc notre population, c'est l'ensemble de ces étudiants. Alors on va supposer qu'il s'agit de l'année en cours, donc de l'année universitaire en cours, mais c'est aussi important d'avoir des indications sur la date à laquelle on a interrogé la population, parce que c'est pas la même chose, évidemment, si c'est une enquête qui date des années 70 ou une enquête qui date des années 2000. L'échantillon, donc qui on a interrogé, comment on a choisi ces différents étudiants, est-ce que l'échantillon est représentatif ou pas, et donc quelle est notre unité statistique. Donc là, l'unité, c'est un étudiant de L3. On imagine ici qu'on a une population qui est de 92 étudiants. On leur pose 4 questions. On a donc un questionnaire très, très simple, hein. 4 questions, et vous allez voir déjà qu'à partir de ces 4 questions, on peut réaliser un certain nombre de traitements statistiques. Première question, on leur demande actuellement, est-ce que vous fumez? Alors, je ne reviens pas sur le cours que vous avez eu en L2, mais juste, je vous rappelle quand même que actuellement, fumez-vous? On pourrait ici, c'est pour ça que ça reste un exemple fictif, hein, on pourrait ici considérer que c'est un peu vague comme question. Et il y a des personnes qui peuvent dire bah, je fume, mais de temps en temps, je fume uniquement en soirée, je fume pas tous les jours. Donc actuellement, fumez-vous? Ça peut être une question considérée un peu comme imprécise. Mais là, peu importe, la réponse est juste oui, non. Donc on va avoir une première variable, fumer. Est-ce qu'Ego fume ou pas? La réponse étant oui ou non. Deuxième question, votre mère fume-t-elle? Troisième, votre père fume-t-il? Et enfin, quatrième question de notre petit questionnaire, êtes-vous un homme ou une femme? On va donc là obtenir dans notre base de données 4 variables, hein. Une première variable, à chaque fois il s'agit de variables catégorielles, donc les réponses étant des catégories, des mots, des noms. Première variable, le fait qu'Ego fume ou pas, oui, non comme réponse. Deuxième variable,
la mère. Est-ce que la mère fume? Troisième, le père. Alors là, il sera utile dans ces deuxième et troisième variables d'ajouter, de ne pas avoir uniquement deux modalités, oui, non, mais d'ajouter quand même la modalité ne sait pas ou non concerné si l'un des deux parents, par exemple, est décédé ou s'il n'y a pas de lien avec ce deuxième parent, avec l'un des deux parents. Donc là, on aura des variables qui comporteront trois modalités de réponse. Et enfin, donc, êtes-vous un homme ou une femme? Là aussi, variable, catégorielle, deux modalités de réponse, femme, homme, très simple. Alors, comment présenter les résultats de cette petite enquête? Qu'est-ce qu'on fait à partir de cette base de données, à partir de nos quatre variables? Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà en tirer? Donc, le premier mode d'exposition de nos résultats peut se faire sous la forme d'un tri à plat. Alors, c'est en quelque sorte la façon la plus simple de présenter des résultats chiffrés. On va donc mettre le détail d'une variable sous la forme d'un tableau. Donc, une seule variable est présentée dans ce tableau et on va ainsi avoir la répartition des modalités de chaque variable. Donc ici, avec l'exemple, la base de données fictive que je vous ai présentée, on peut faire le tri à plat des quatre variables qui correspondent aux quatre questions posées, avec à chaque fois les modalités respectives. Donc les résultats peuvent être exposés uniquement sous la forme d'effectifs, uniquement sous la forme de pourcentage, ou bien, dans l'idéal, on peut exposer les résultats à la fois en effectifs et en pourcentage. Alors, je vous montre ce que ça peut donner. Donc, dans mon tri à plat, je peux décider de présenter les résultats de la variable, soit en ligne, soit en colonne. Donc là, admettons que je présente la variable fumée d'ego. Je peux soit présenter les modalités, donc ego fume, oui, ego ne fume pas, non, l'ensemble de la population interrogée. Donc je peux soit décider de présenter ainsi mon tri à plat avec donc les effectifs et les pourcentages. Donc là, dans la population que j'ai interrogée, parmi les 92 étudiants de L3 inscrits en sociologie, donc ça, cet ensemble, ce que j'ai appelé l'ensemble, c'est ce que l'on peut aussi appeler la situation marginale, c'est la marge de mon tri à plat, la marge de mon tableau. Donc parmi les 92 individus, nous en avons 28 qui fument et il y en a 64 qui ne fument pas. Donc là, on a les résultats exposés en effectif et je peux donc décider ensuite d'exposer ces mêmes résultats sous la forme de pourcentage avec donc 30,4% par exemple des individus
qui fument et 69,6 qui ne fument pas. Et je n'oublie donc jamais de mettre mon 100%, donc pour indiquer au lecteur le sens de la lecture. D'accord. Donc ça, c'est la première façon de présenter le tri à plat avec les modalités. Donc vous voyez, modalités en colonne. Je peux refaire le même tri à plat et décider de mettre fumée, oui, non, ensemble. Hop, je présente dans l'autre sens ma variable, hein, avec donc l'effectif, le pourcentage. Donc toujours, nous avons, le plus simple, c'est d'indiquer la situation marginale, l'ensemble. Donc nous avons 92 étudiants d'interroger, 92 qui représentent dans la décomposition de ma variable en pourcentage 100%. Il y a bien toujours 28 individus qui ont répondu, 28 étudiants qui ont répondu oui, je fume, ce qui correspond toujours à notre pourcentage de 30,4 et déduction, donc il y en a 64 qui ne fument pas, soit 69,6%. Voilà, alors quelques petites précisions par rapport à ce tableau. Alors là, toujours, que ce soit au-dessus ou en dessous, il faut toujours dans l'idéal mettre un titre, hein, tableau 1, par exemple, répartition des étudiants. Donc, répartition des étudiants. Donc, vous donnez un titre à ce tableau. C'est très important parce que ce tableau ensuite va être, imaginez que vous écrivez un article ou dans les travaux que vous aurez à me rendre, vous écrivez donc tableau 1, il y a ce tableau qui est présenté, et lorsque vous analysez ce tableau, lorsque vous, dans votre texte, vous reprenez des chiffres de ce tableau, il faut toujours m'indiquer de quel tableau ils sont issus, et donc de bien référer votre tableau 1 dans le corps du texte. Alors, donc, reprenons comment on présente son tri à plat. On peut présenter les modalités. Donc, tri à plat signifie une seule variable, d'accord? Une seule variable présentée avec la répartition des différentes modalités. Ces modalités peuvent être mises en ligne ou en colonne, peu importe. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de toujours indiquer la marge, donc le total. Là, 92, 100%, si on met en effectif et en pourcentage, afin que le lecteur puisse rapidement trouver le sens de la lecture. D'accord ? Est-ce qu'il doit lire la variable en ligne? Est-ce qu'il doit la lire en colonne? C'est la situation marginale qui va l'aider dans le sens de la lecture. Ensuite, petite information supplémentaire. Quand on a, donc là, dans notre tri à plat, on a indiqué qu'on va présenter les résultats en effectif ou en pourcentage, on peut l'ajouter d'ailleurs dans le titre, ce qui apporte aussi une précision au lecteur. Il sait d'emblée que les résultats vont être présentés en effectif et en pourcentage. Donc, il sait un peu l'ensemble des informations dont il va disposer dans ce tableau. Par contre, on ne met pas le signe % à l'intérieur du tableau. Ça ne sert à rien. On l'a indiqué en haut de sa colonne ou au début de sa ligne. Ça ne sert à rien. Ça ne fait qu'alourdir la lecture du tableau. Et c'est une erreur, de toute façon, de mettre le pourcentage à l'intérieur du tableau.
Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut toujours un titre avec un numéro de tableau pour qu'ensuite on puisse en référer dans le corps du texte, dans l'analyse de ce tableau. Il faut également, alors là je ne l'ai pas fait dans les deux tris à plat que je vous ai présentés, mais il faut également indiquer la source et éventuellement, bon, dans les tris à plat souvent c'est pas nécessaire, mais dans les tris croisés, dans les tableaux par la suite que je vais vous présenter qui peuvent être un peu plus complexes, on peut aussi ajouter une note de lecture du tableau, c'est-à-dire un petit exemple sur comment lire le tableau, et toujours dans l'idée qu'on peut avoir affaire à des lecteurs qui ne sont pas très aguerris avec la lecture de ces tableaux, et donc on les aide au maximum. La source, elle sert, donc indiquée source, vous verrez dans la plupart des tableaux, dans des articles que vous pouvez consulter, il y a la source parce que, ça nous donne l'année à laquelle l'enquête a été réalisée, et ça nous précise, que je vous disais en introduction donc précédemment, ça nous indique qui a produit ces données et donc quelle fiabilité on peut accorder à ces données. Est-ce que c'est des données qui ont été produites par l'IFOP? Est-ce que c'est des données qui ont été produites par l'INSEE? Évidemment, c'est pas la même chose. Enfin, il peut arriver que les tableaux, pour le tri à plat, mais surtout, on va le voir aussi par la suite pour le tri croisé, il peut arriver que les tableaux soient présentés uniquement en pourcentage, donc base 100. Dans ce cas-là, c'est bien d'indiquer dans la source ou d'indiquer quelque part la population interrogée, donc la taille de mon échantillon. Si je présente là ce tableau des étudiants qui fument ou pas, j'ai interrogé 92 individus, donc c'est évidemment toute petite population, un tout petit échantillon. C'est pas la même chose que de dire que je travaille sur 5000 ou 10 000 individus. Donc ça, il faut le préciser. Alors, juste, je ne vous ai pas indiqué, je vous ai dit que je ferai l'effort de toujours tout vous expliciter, sachant que certains n'ont pas les mêmes acquis que les autres. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour passer dans mon tri à plat, comment est-ce que j'ai fait pour passer des effectifs au pourcentage? Je vous rappelle que pour cette manœuvre, on fait ce que l'on appelle une règle de 3, on appelle ça aussi un produit en croix. Alors, produit en croix, comment on procède? Donc, on a dit 28 étudiants sur, donc le total, 92 28 étudiants sur 92 qui fument. Quand on bascule en base 100, c'est-à-dire pour 100 individus, donc pour 92, on en a 28 qui fument. Pour 100, combien? C'est ce que l'on cherche, l'effectif, le pourcentage que l'on cherche à trouver. Pour 100 individus qui fument, combien pour 100 individus interrogés, combien fument. Donc, c'est ce qu'on appelle une règle de 3, un produit en croix. Donc, la diagonale, là, on la multiplie, on fait 28 multiplié par 100, et donc, on divise par 92, et ça nous donne notre part d'individus qui fument en pourcentage, donc à savoir 30,4. Donc, 28 multiplié par 100, divisé par 92. Autre élément ici, autre question que vous pouvez vous poser, comment est-ce que je présente ce pourcentage? À quelle décimale est-ce que je choisis de m'arrêter? Donc, quel degré de précision?
ça va dépendre, cette réponse-là n'est pas automatique, ça va dépendre de la population à laquelle vous avez affaire. Si vous travaillez comme là sur une population de 92 étudiants, on se doute bien qu'il n'est pas utile de présenter les résultats au centième ou au millième près, parce que ça n'a aucune fiabilité. Donc quand on travaille sur une petite population, il n'y a pas d'intérêt à présenter des résultats trop finement. Donc on peut se limiter à une présentation à l'unité près, ou comme là je l'ai fait, présenter les résultats au dixième près, donc 30,4 contre 69,6 qui ne fument pas, c'est amplement suffisant comme information, on n'a pas besoin d'être plus précis. Voilà, donc ça dépend de la taille de votre échantillon. Autre question que vous pouvez également vous poser, pourquoi finalement on a l'information en effectif, notre information qui émane directement de notre base de données, pourquoi est-ce que l'on présente, pourquoi est-ce qu'on choisit de présenter les résultats sous la forme de pourcentage? Quelle est la plus-value, hein, quelle information, est-ce qu'on a une information supplémentaire en présentant les résultats en pourcentage? L'intérêt des pourcentages, qui est vraiment, vous allez voir surtout quand on va passer au tableau croisé, l'intérêt qui est quand même considérable, c'est qu'ils permettent la comparaison puisqu'ils sont exprimés sur la même base. D'accord ? On va procéder à un petit exemple pour que vous vous rendiez compte. Donc, admettons que on distingue, donc on recommence notre jeu de tri à plat, on présente nos résultats toujours de la première variable, hein, le fait qu'Ego fume ou non, mais cette fois-ci, on a distingué deux sous-populations. Donc, on a d'un côté la population féminine et de l'autre côté, donc, la population masculine, donc toujours notre même échantillon, hein, des étudiants inscrits en L3 en sociologie à Rennes 2. Si on regarde donc, le tabagisme, tableau 1, ce que j'ai appelé titré tableau 1, le tabagisme des filles, donc on voit qu'on a une population de 69 filles interrogées. Donc parmi l'ensemble des étudiants de L3 en sociologie à Rennes 2, donc ils étaient 92, parmi ces 92 individus, il y a 69 filles, 18 indiquent qu'elles fument et 51 donc mentionnent qu'elles ne fument pas. Si on regarde maintenant, deuxième tableau, deuxième tri à plat, la répartition du tabagisme, du fait de fumer ou pas, parmi la population masculine, donc il y a 23 garçons. Ce deuxième tableau 2 là, je pourrais très bien vous demander de le reconstruire vous-même, d'accord? À partir du tri à plat précédent, donc des 92, notre population totale, des 92 individus interrogés, 28 fument et 64 ne fument pas. Là, j'ai une sous-population qui est celle des filles, 18 fument, 51 ne fument pas. À partir de ces deux tableaux précédents, donc, je pourrais très bien vous demander de reconstruire le tableau des garçons. D'accord ? Il suffit juste d'en déduire que si on a une population de 28 individus au total qui fument, et si 18 parmi cet ensemble sont des filles, forcément les 10 restants, ce sont les garçons. D'accord ? Donc vous pourriez tout à fait, pour ce tableau 2,
le déduire des informations précédentes. Donc, au total, on a 23 garçons qui sont interrogés, 10 déclarent qu'ils fument, contre 13 qui indiquent ne pas fumer. Si on se limite à ces résultats en effectif, que se passe-t-il? On décide de comparer le tabagisme des filles au tabagisme des garçons. On a 18 filles qui fument et on a 10 garçons qui ne fument pas. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? Est-ce que l'on peut en déduire que les filles fument plus que les garçons? Non. Nous avons 69 filles dans notre population, 23 garçons seulement. Alors, attention, ça ne signifie pas qu'il aurait fallu interroger autant de filles que de garçons, parce que là, on peut tout à fait avoir un échantillon représentatif. On sait, vous savez, que les filières littéraires, les filières de sciences sociales, telles la sociologie, sont des filières dans lesquelles s'inscrivent très largement une population féminine. Donc là, le déséquilibre, entre guillemets, le déséquilibre apparent, 69 filles contre 23 garçons, est tout à fait représentatif de la population inscrite effectivement dans ces disciplines. Donc il faut conserver, si on veut un échantillon représentatif, il faut conserver ce décalage de population entre garçons et filles. Mais on ne peut pas aller plus loin dans la comparaison à partir de ces effectifs. On ne peut donc pas comparer le 18 au 10 parce que c'est 18 sur 69 et 10 sur 23. D'accord ? Si on veut pouvoir comparer le tabagisme des filles à celui des garçons, il va falloir les comparer sur la même base. Et c'est pour ça qu'on va adopter ce passage donc, au pourcentage, et ainsi on va pouvoir comparer, puisqu'on sera sur une base 100, on va pouvoir comparer les résultats des filles, le tabagisme des filles à celui des garçons. Donc sur 100 filles, 26, on va dire 26% fument, donc un peu plus d'un quart des filles interrogées dans notre échantillon fument, alors que, en regardant du côté des garçons, sur 100 garçons, on en a 43,5 qui fument. Donc là, on voit tout de suite, là rapidement, la comparaison est possible, on est sur la même base, et on voit à partir de ce moment-là que ce sont bien les garçons qui, a priori, fument davantage que les filles. Premier résultat intéressant qui, si on est dans une démarche de recherche, doit nous donner envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui fait que les garçons fument plus que les filles? Dans quelle mesure? Est-ce que c'est un comportement à risque de la part des garçons? Comment? Est-ce que c'est lié à une transmission paternelle, maternelle? Et là, on peut essayer d'aller plus loin dans notre réflexion et regarder par rapport à d'autres dimensions qui sont présentes dans notre base de données. Alors, justement, si on veut aller plus loin, on va présenter nos résultats sous la forme d'un tableau croisé. Donc, traitement de nos données le plus simple, une seule variable, présentation, répartition des modalités d'une seule variable, c'est ce qu'on appelle le tri à plat. Si on veut aller plus loin, on va croiser deux variables. On ne va plus seulement présenter un tableau sous la forme d'une variable, mais on va
cette fois-ci, mettre en lien deux dimensions. On va croiser deux variables. C'est ce que l'on appelle donc un tri croisé, ce que l'on appelle aussi, autre expression utilisée, tableau de contingence. C'est donc un tableau qui croise deux variables catégorielles. Alors, exemple d'un tableau croisé. On reprend toujours le même exemple et on va essayer, vous pouvez essayer de le faire de votre côté, on va essayer de croiser donc, le tabagisme des étudiants de L3 selon le sexe. Donc là, on va mettre en relation deux dimensions. On a toutes les informations qui sont présentes à partir de nos tri à plat précédents, d'accord? Et on va donc présenter notre tableau croisé. Alors, donc, un titre, toujours. Et on verra par la suite qu'on essaye dans ce titre d'aider au maximum à la lecture des deux variables croisées, donc à la lecture du tableau. Il faut toujours partir de l'idée que votre titre doit aider votre lecteur. Donc, je croise deux variables. Donc, première variable, le fait de fumer pour égaux, d'accord? Donc, oui, non. Je n'oublie jamais, dans mon tableau, qu'il s'agisse d'un tri à plat ou d'un tri croisé, je n'oublie jamais d'indiquer donc la population totale interrogée. Donc, première variable et deuxième variable, j'ai dit donc que je vais croiser le fait de fumer et le sexe. Donc, on a les hommes et on a les femmes interrogées. Et de nouveau, l'ensemble. Donc, le plus simple, c'est de remplir les marges. Donc, combien d'hommes dans ma population? J'ai indiqué qu'il y avait 23 hommes interrogés. Combien de femmes? 69. Un total de 92. Combien fument en tout? 28. Et donc, par déduction, combien ne fument pas? 64. Donc là, vous voyez que dans ce tableau croisé, on va pouvoir retrouver les informations, notamment au niveau des deux situations marginales. On peut retrouver les informations de tri à plat. On aurait pu construire un premier tri à plat sur la variable sexe, donc combien d'hommes, combien de femmes dans ma population. C'est ce que je retrouve donc ici. Première information marginale. Deuxième information qui aurait pu être présentée sous la forme d'un tri à plat. Combien fument, combien ne fument pas, donc 28 et 64. Et ensuite, donc, j'ai le détail des situations pour les hommes et pour les femmes. Donc, ce que j'avais déjà, information qu'on avait déjà fournie dans les tableaux 1 et 2 précédents. Donc, pour les hommes, on en a 10 qui fument contre 13 qui ne fument pas. Et pour les femmes, on en a donc 18 qui fument contre 51 qui ne fument pas. Maintenant, une des questions qui
qui va se poser. Donc là, j'ai présenté mon tableau sous cette forme-là. Donc en colonne, la variable fumée, oui, 28 individus fument, non, 64 ne fument pas. Et en ligne, nous avons donc la variable sexe, les hommes, 23 hommes, les femmes, 69 femmes. Vous voyez à chaque fois donc les situations. La modalité homme se lit en ligne, la modalité femme se lit en ligne. Maintenant, j'aurais pu choisir, là aussi dans mon tri croisé, j'aurais pu choisir de présenter mes résultats dans l'autre sens. Fumer, oui, non, l'ensemble, d'accord. Seconde variable, je peux mettre d'ailleurs le titre de la variable ici, sexe, homme, femme, ensemble. D'accord. J'aurais donc pu présenter le croisement de mes deux variables dans l'autre sens. Donc je ne remplis pas, hein, mais oui, donc là on aurait eu les totaux, 92 personnes interrogées en tout, les hommes, donc on a dit qu'on en a 23, donc retrouver les mêmes informations que dans le tableau précédent, mais présentées différemment. On ne va pas le faire au hasard. On ne va pas présenter ces deux variables de ces deux tableaux n'importe comment. On va dans ce tableau croisé réfléchir à quelle variable on met en ligne et quelle variable on met en colonne, et on va respecter une convention. Donc, pour respecter cette convention, il faut avoir en tête que lorsqu'on construit un tableau croisé, on cherche à répondre à une question. On ne croise pas comme ça n'importe quelle variable avec n'importe quelle autre. On doit avancer dans sa réflexion sociologique, et donc on cherche s'il existe un lien, d'accord, entre croiser deux dimensions, présenter des résultats sous la forme de tableau croisé, ça signifie essayer de saisir si une dimension influe sur une autre. Est-ce que tel élément joue sur tel autre? Est-ce que telle variable détermine telle autre variable? D'accord? Et ça, évidemment, il y a un sens à cette liaison. Et c'est ce sens de liaison qu'il faut être capable de retrouver. Donc ici, dans l'exemple que nous avons choisi, on croise le fait de fumer et le sexe de l'étudiant. D'accord? Quelle question est sous-jacente? Donc, quelle est la variable explicative, donc la variable qui nous sert à expliquer, et quelle est la variable à expliquer, c'est-à-dire celle qui va nous permettre, celle qui va être, dit-on, qui est dépendante, c'est-à-dire l'information que l'on cherche à expliquer. On va, une fois qu'on aura trouvé notre variable explicative et notre variable à expliquer, on va par convention mettre la variable explicative en ligne et la variable à expliquer en colonne. Donc ici, il nous faut trouver quelle est la dimension explicative, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique. Donc là, je vous ai dit, on croise le fait de fumer et le sexe de l'étudiant. Qu'est-ce qui explique quoi? Est-ce que le fait de fumer est expliqué par le sexe? On peut le supposer. Ou est-ce que c'est le sexe qui est expliqué par le fait de fumer? Un peu plus difficile à concevoir. Donc, à chaque fois, il faut, pour chaque croisement de variables, il faut se demander qu'est-ce qui explique quoi? Qu'est-ce qui détermine et quel est le sens
de la liaison. Et donc, il faut essayer de trouver la bonne question, la question à laquelle le tableau nous permet de répondre. Donc, à chaque fois que vous allez construire un tableau croisé, il faut avoir en tête la question à laquelle ce tableau permet de répondre. Donc ici, la question que ce tableau sous-entend, la question à laquelle il permet de répondre, c'est est-ce que le sexe de l'étudiant, est-ce que le fait d'être une fille ou un garçon joue sur le fait de fumer ou pas? D'accord. Ça ne peut pas, la question ne peut pas être inverse. C'est pour ça d'ailleurs, alors ça ne vaut pas à chaque fois, c'est pour ça que je préfère le terme de variable explicative plutôt que de variable indépendante, mais on utilise parfois la notion de variable indépendante. Le sexe, l'âge, ce sont des variables indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être liées à une autre dimension. D'accord. C'est pas quelque chose qui explique qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon, qu'on ait tel âge ou qu'on appartienne à telle génération. Mais parfois, on va croiser des variables qui ne sont pas forcément indépendantes, c'est-à-dire qui pourraient devenir à un autre moment des variables dépendantes qui pourraient à leur tour être inversées dans notre tableau. On y reviendra. Donc là, la question est, est-ce que le sexe détermine le fait de fumer? Est-ce que le fait d'être un garçon joue sur le fait de fumer ou de ne pas fumer? Notre variable explicative, celle qui explique un comportement, notre variable explicative, c'est le sexe. Et donc, on va mettre cette variable explicative en ligne. D'accord? Donc, c'est le premier mode de présentation du tableau croisé que je vous ai montré. La variable explicative en ligne et la variable à expliquer en colonne. Pourquoi est-ce qu'on opte pour ce mode pourquoi est-ce qu'on utilise cette convention? On utilise cette convention toujours pour présenter nos résultats. Donc là, je vous ai montré un tableau croisé présenté avec les effectifs. Pour permettre la comparaison, comme je vous l'ai dit, on va avoir tendance, le plus souvent, à présenter nos tableaux croisés sous la forme de pourcentage. Mais là aussi, il faut réfléchir à comment présenter les pourcentages. Donc, si on reprend notre variable, donc on a dit la variable à expliquer, donc le comportement que je cherche à expliquer, d'accord, je mets cette variable en colonne, et ma variable explicative, donc ici le sexe, la variable explicative, je la mets en ligne. Donc, homme, femme, en ligne. D'accord? Donc, dans ce mode de présentation, je cherche à expliquer si le fait d'être un homme joue sur le fait de fumer ou pas, si le fait d'être une femme joue par rapport à celui d'être un homme sur le fait de fumer ou pas. Ce sont bien mes hommes et mes femmes que je vais comparer. Pour pouvoir les comparer, je vous ai dit, on exprime les résultats en pourcentage. Ça veut dire que je vais choisir de présenter à chaque fois donc, ma variable explicative en colonne, ma variable à expliquer, pardon. Donc ma variable à expliquer, je la mets en colonne. La variable explicative, donc deux modalités ici, homme, femme, je la présente en ligne pour pouvoir toujours indiquer les pourcentages en ligne.
Et ainsi, je ne fais pas d'erreur dans la lecture de mes résultats. Donc, c'est bien parmi 100 hommes et c'est bien parmi 100 femmes. Et comme ça, je peux comparer mes hommes et mes femmes et voir s'ils ont les mêmes comportements, la même façon les mêmes taux donc de tabagisme. Est-ce qu'ils déclarent dans les mêmes proportions fumer ou pas? Donc, je peux ici reprendre mes pourcentages des tableaux précédents et indiquer que parmi les hommes, parmi 100 hommes, nous en avons donc 43,5 qui fument et donc 56,5 qui ne fument pas. Et parmi 100 femmes, il y en a 26,1% qui fument contre 73,9% qui ne fument pas. Je présente aussi sous la forme de pourcentage en ligne la situation